Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Facette, un podcast destiné à tous les curieux et curieuses du monde vétérinaire. Bonne écoute. Top à la vachette. Bon Marie, je suis super contente de discuter avec toi aujourd'hui. On se revoit pour la deuxième fois. Enfin, on avait un peu discuté avant ton C'est premier vrai. emploi. Donc c'était avant cet été. Et là, on est en septembre. Donc le premier emplacement est derrière toi. Tu l'as fait, un mois. Donc je voulais commencer par avoir tes impressions dessus. Est-ce que c'était comme ce que tu avais imaginé? C'est quoi le sentiment que tu gardes? Alors, déjà, je pense que c'est mieux que ce à quoi je m'attendais parce que je pense qu'on a vraiment été bien encadrés. On n'était jamais seuls, on pouvait sortir de salle de consultation à tout moment pour poser une question. On pouvait déranger les vétérinaires qui arrêtaient ce qu'ils faisaient pour s'occuper de nous dans 85% des cas. Donc c'était vraiment très sécurisant. On pouvait prendre des consultations où on savait qu'on aurait des questions à poser, mais on savait que les questions, on pourrait les poser. Je pense que moi, j'avais surtout très très peur d'être perdu face aux clients et de pas savoir quoi faire, de pas savoir quoi répondre. Mais même si je l'étais, je savais que j'avais un échappatoire. Donc en vrai, de ce point de vue-là, c'était très très confortable. Et après, alors ta deuxième question, c'était... C'était ça en gros, comparer l'idée que tu en avais avant d'y être versus maintenant que tu l'as expérimenté pendant un mois, tes impressions. Et du coup, tu craignais d'être plus seule que ça en gros, Ouais, d'être un peu clairement. délaissée. Est-ce que c'est parce que vous avez pas trop discuté de comment concrètement ça allait se passer? C'est-à-dire, ils t'ont pas trop dit, t'inquiète pas, il y aura toujours quelqu'un euh, que tu pourras aller voir pendant une consultation ou entre deux consultes pour débriefer s'il y a des choses que t'as pas trop saisies pendant les consultations. Est-ce que c'est parce que vous en avez pas parlé à l'avance ou tu craignais que de pas trop être aidé? En fait, on en avait parlé à l'avance. Enfin, je Ok. savais que... Enfin, en gros, ils nous avaient clairement dit, on a l'habitude des jeunes, on sait que c'est un premier emploi. Mais en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien géré. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est que l'organisation de leur clinique fait qu'il y a un cinquième vétérinaire en général qui est derrière et qui est donc de réserve. Donc en fait, t'as pas sur les 5 vétérinaires qui sont sur place, les 5 sont pas en consultation en permanence. Donc tu as toujours un vétérinaire qui est dérangeable dans le sens où t'as pas un vétérinaire qui est toujours en face de client, quoi. Et ça, Hmm. même si c'est le vétérinaire qui est en chirurgie, tu peux rentrer dans la salle pendant qu'il fait sa convenance et lui poser une question, soit sur le traitement, tu sors ton téléphone, tu prends des notes sur ce qu'il t'a dit et en plus du coup après ça te laisse une trace. Enfin, je trouve que c'était vraiment un fonctionnement très très pratique. Donc je savais que ça se ferait bien, mais je pensais pas que ça se ferait aussi bien et surtout je pensais pas qu'il serait aussi sympa sur le fait de nous demander autant avant chaque consultation autre que de la medprev si on était prêt à les prendre. Il nous demandait pour tout, pour les diarrhées, pour les boiteries, pour les euthanasies, enfin tout. On était vraiment consultés, allez, pareil, 85% des fois avant d'avoir une consulte autre que de la medprev, ils nous demandaient si on était d'accord. Est-ce que tu saurais dire quelle proportion de consultes t'as refusé? Ou J'en ai s'il refusé y a des... aucune. Aucune, ok. Non. Parce que, pareil, sur ça, ils étaient forts. Ils sont venus petit à petit. Mais je pense qu'il y a une consultation que je me suis pas du tout sentie de prendre, c'était une urgence qui arrivait, c'était une détresse respiratoire, Ok. un matin où j'étais de consulte classique. Donc là, j'ai laissé quelqu'un d'autre la gérer. Mais sinon, enfin, en fait, je me disais, dans tous les cas, un jour, je devrais la gérer. Je gère quasiment que des vaccins, que des trucs, que des machins. Je suis OK en medprev. C'est le moment, quoi. Enfin, c'est le moment ou jamais, quoi. Ouais, c'est Je vrai. trouve qu'une consulte difficile sur la journée parmi des consultations classiques, franchement, à la fin, les boiteries, j'étais en mode, bon, une boiterie, ouais, allez. Enfin, alors que la première boiterie, j'étais en mode, Ok. oh, qu'est-ce que je vais faire, quoi. Est-ce que c'est ça qui te fait dire que tu as progressé? Est-ce que c'est quand tu te fais ce genre de réflexion-là où tu te dis la journée de medprev avec au milieu une consulte qui est différente de la médecine préventive, ça me va et je vais gérer et je vais y arriver. Est-ce que ça versus toi avant où c'était au début où tout est stressant, tu vois, même une consultation que tu Mm. dis maintenant classique, Mm. ça peut être stressant. Est-ce que c'est par ce truc-là que tu vois que tu as progressé? Moi, là où je me rends compte que j'ai progressé, c'est quand j'ai une deuxième fois la même consulte, ou en gros, enfin, Hmm. pas la même consulte, mais le même cas de figure, et où je sais quoi prescrire. Parce que ma hantise, c'était clairement les traitements. C'était pas tant savoir ce qu'avait l'animal, c'était comment adapter les posologies, comment adapter la durée du traitement.
Par exemple, la première fois que j'ai eu un chien qui vomissait, j'ai dû sortir en mode oh, je vais chercher un thermomètre. Alors que je voulais demander la Ouais. posologie, où était le médicament, comment je choisis la durée et tout. La deuxième fois que j'ai eu un chien qui vomissait, je le savais. Là, j'ai vu que j'avais progressé et que soit que je m'en souvenais, soit que j'avais noté l'information quelque part et que l'information était à ma portée assez rapidement parce que j'avais mon drive qui était ouvert sur l'ordinateur de consulte, donc je pouvais... T'avais tes notes avec ouais. toi. Parfois, en toute Ouais. honnêteté, je leur disais attendez, je vais vérifier une posologie, je vais vérifier la durée du traitement, quoi. Ok. C'est là où je voyais que j'avais progressé. Après, là où je trouve qu'il y a une marge de progression qui est infinie, c'est la dermato. Parce que même quand tu penses avoir reconnu quelque chose, c'est pas forcément ça. Ok. Et il y a des trucs tout bêtes, mais typiquement, il faut penser à la taille du tube de pommade que tu vas donner. Si tu donnes un traitement sur 3 semaines et que tu donnes un tube de 5 grammes, bah ça ira pas. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un contrôle au bout de 15 jours et la dame revient et me dit bah écoutez, aucun souci pour mettre la pommade, par contre, j'en ai mis 2 jours. Ouais. Et après coup, je me dis bah ouais, mince. Enfin, c'est peut-être évident maintenant après coup pour moi, mais au début, je me suis dit, ok, je connais ce tube-là, on m'en a dit du bien, j'ai déjà utilisé, j'ai vu que ça a marché, mais c'était sur une plaie minuscule, je vais represcrire ça, quoi, sans penser derrière à l'aspect pratique. Ouais. Et quand t'es dans le jus de ta consulte, on va dire, c'est un détail de se dire, est-ce que j'ai calculé la quantité et tout, sauf que c'est vrai que ça fait partie du package. Réussir la consulte, c'est que le traitement puisse aller jusqu'au bout. Ouais. Mais oui. Ok. Donc tu t'es bien senti progresser. Je pense, C'est cool. Tu penses que t'as gagné en confiance parce que tu t'es senti progresser ou t'étais déjà assez confiante au début et c'est resté Non, au début, j'étais pas confiante du tout. La première consulte, c'était vraiment un pic de stress énorme. C'est-à-dire que j'ai mes mains qui tremblaient pendant que je préparais le vaccin. Vraiment, j'étais très, très stressée. Et en fait, je dirais, au fur et à mesure, j'ai été tellement rassurée par l'équipe et par la manière dont je savais que je pouvais demander de l'aide, que même quand c'était une constellation que je savais que je ne maîtrisais pas, je ne stressais plus. C'est-à-dire que même si je savais pertinemment que je n'arriverais pas à faire la constellation toute seule, ça me dérangeait pas. Je me suis dit, j'apprendrai quelque chose, quoi. Ok. C'est-à-dire que j'étais chaud de prendre des diarrhées, des anorexies, en ayant revu un peu la démarche avant, mais en sachant pertinemment que derrière, j'allais faire vérifier ce que j'avais dit et que ça me servirait pour la suite, quoi. C'est plutôt comme ça après que je voyais les consultes que je prenais toute seule. C'était un moyen de progresser, mais en fait, le but de la consultation, c'était pas la faire toute seule, c'était poser une question, apprendre quelque chose et qu'au final, la personne ressorte avec le traitement adéquat, mais je progresse au passage, quoi. C'est hyper positif comme gain d'autonomie étape par étape. Parce que si t'es stressé tout le temps, forcément, ça donne moins envie de faire des... Enfin, si t'as de l'appréhension plutôt que être stressé, parce qu'on peut être stressé et que ce soit un peu du bon stress dans le sens où ça te booste pour te surpasser. Mais si c'est du stress, plus de l'appréhension d'échouer ou de pas réussir à le faire et de se sentir tout seul, ça donne pas envie d'essayer presque toute seule. Et du coup, t'aurais sûrement moins gagné d'expérience et tout ça. En fait, je crois que la source de stress principale dans ce type de consultation, c'était plutôt le retard que ça allait me faire prendre. C'était pas du tout le fait d'être à l'aise ou pas avec le fait de poser un diagnostic et de proposer un traitement. C'était plutôt, par exemple, honnêtement, s'il y a un motif qui me faisait quand même stresser à chaque fois, c'était vraiment la dermato. Parce que pour le coup, la dermato, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et là, c'était encore pire, entre guillemets, c'est que souvent, je demandais un second avis, donc je cherchais un veto et je le ramenais avec moi dans la salle pour vraiment que pour que le vétérinaire voit le truc, la lésion, et me dise ok avec ça, pas ok avec ça. Donc là, clairement, la dermato, ça, honnêtement, ça c'était quand même une source de stress. Quand je voyais motif de consultation, chat, dépilation, rougeur, j'étais en panique. Je me disais, mais ça peut être, ça peut partir dans tous les sens. Ça me faisait stresser. Mais pour une consultation typique vomissement ou diarrhée, je me disais, mince, je vais perdre du temps si je vais faire une radio, si je vais faire une écho, si truc, si machin, parce que souvent, j'avais qu'un quart d'heure. Et c'est pas toujours évident de rattraper un retard, même avec un vaccin, parce que même le vaccin peut se transformer en autre chose. Donc ma source principale de stress, c'était ça. C'était le retard que je vais prendre. Est-ce que tu avais un peu l'impression de toute la journée essayer de gagner du temps ou du moins de ne pas en perdre et que c'était un truc qui occupait ton esprit Complètement. Ouais. C'était vraiment quelque chose que j'avais à l'esprit tout le temps. À la fin de chaque consultation, je regardais l'heure. Quasiment. Sauf quand j'avais tellement de retard que j'avais pas le temps de regarder l'heure. Et ça m'est arrivé. D'ailleurs, c'est les après-midi qui passent le plus vite. Une après-midi, j'ai eu 1 heure de retard. Irrattrapable. Vraiment irrattrapable. La journée, je l'ai vu défiler, mais j'ai pas eu le temps de m'asseoir une seule fois. T'as pas eu le sang ni de t'asseoir, ni de regarder l'heure. J'exagère peut-être un petit peu, tu vois. C'est une façon de parler, mais... Ouais, mais je vois ce que tu veux dire.
c'est-à-dire que je terminais, je nettoyais la table, je ressortais, quoi. Et c'était on enchaîne. Parce que vraiment, je suis arrivée à 1 heure de retard. Et justement parce que j'ai enchaîné une consultation boiterie sur un quart d'heure et une consultation médecine générale sur un quart d'heure. Et le quart d'heure se transforme en 45 minutes 2 fois et c'est fini, quoi. Là, c'est cuit. C'est fini, surtout si c'est en début d'après-midi. Ok. Et tout à l'heure, tu disais que tu préparais un peu les consultations dans le sens, je pense, tu regardais un peu peut-être le diagnostic différentiel associé au motif. Enfin, qu'est-ce que tu faisais justement? Est-ce que c'était ça? Est-ce que tu cherchais déjà des pistes de traitement vu que tu disais que c'était la partie que tu trouves plus difficile? Comment tu t'y prenais pour préparer, mais j'imagine sans passer toute ta nuit dessus parce que faut dormir aussi. Alors, vu que j'avais pas tant de motifs compliqués que ça, alors par exemple, j'ai eu une consultation où il y avait marqué à côté identifier, enfin en gros, déterminer l'âge à partir de la dentition. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée choper dans les cours, regarder à quel âge sortent les incisives, les canines, les trucs, les machins. Limite, je l'avais imprimé en me disant, dans le pire des cas, je lui dis honnêtement, ça date. Je préfère être sûre. Voilà. Donc ça, c'était un peu un travail de recherche. C'était chercher l'information et que l'information soit accessible facilement. Ça, c'était la première chose pour ce type de consultation. Et après, je crois que la première boiterie que j'ai eue, c'était un peu une surprise. Donc, je ne l'avais pas préparée la veille. C'était en mode, la consultation s'est rajoutée, on me la donne. Donc, j'ai, par exemple, les boiteries, après, ça m'inquiétait plus parce que c'est simple, j'évaluais l'animal. Selon le degré de la boiterie, ça m'inquiétait ou pas. Je leur disais, si vous voulez, on fait une radio. Mais si vous voulez, on peut aussi traiter symptomatiquement peut faire un traitement symptomatique pendant 1 semaine, un petit peu moins, et si ça va pas mieux, vous venez et on fait des examens complémentaires. Donc la radio, la boiterie, pardon, j'avais vraiment ma démarche. J'avais plus besoin de les préparer la veille. Je faisais plus tant que ça de diagnostic différentiel ou autre. Après, c'était pas des cas de médecine poussée, donc par exemple, même les diarrhées, on va dire aiguës, je savais que j'allais au début proposer un traitement symptomatique qui était acquis à la fin. Enfin, je savais ce que je mettais à la fin du mois à peu près sur des diarrhées, et pareil pour les vomissements. Donc en fait, je préparais plus tant que ça. Ok. En fait, c'était presque un travail de préparation une fois, et après les consultations sont revenues plusieurs fois. Les consultations que je préparais quand même, c'était la dermato sur les chats. Par exemple, quand j'ai vu que j'avais un chat à alopécie, je suis retournée dans les cours de dermatologie pour regarder un petit peu quels sont les différents types qui existent chez le chat. Globalement, qu'est-ce qui peut provoquer ça? Quelle est la démarche diagnostique, pardon. Et après, pour le côté thérapeutique, je crois qu'en dermato, je préfère aller poser des questions aux vétérinaires que de préparer... parce qu'il y a tellement... Déjà, il y a une gamme de produits qui est tellement énorme qui existe entre les crèmes, les shampoings, les... T'as l'impression d'être un peu dans un océan et ouais. il vaut mieux se raccrocher à ce que Complètement. quelqu'un a l'expérience, sait faire, a l'habitude de faire par expérience, que se noyer dans tous les trucs et pas savoir vraiment quoi choisir. Et surtout, ils me donneront les produits qu'on a en fait nous c'est vrai. en stock, quoi. Parce que si je prépare et qu'au final les produits on les a pas, ben ça m'avance pas énormément. Ouais, t'auras juste l'impression d'avoir perdu ton temps. Ouais. Donc bof, Voilà. bof. Et après, en soi, je pense que j'aurais pu préparer mieux, objectivement, mais quand je rentrais le soir, souvent entre 19h30 et 20h, j'avais plus la foi, je pouvais plus. Tout ce que je pensais, c'était faire à manger, me doucher et dormir. Si je faisais aller 45 minutes d'autre chose le soir, j'étais contente. C'était vraiment des journées extrêmement longues. Donc franchement, le soir... Et tu préférais quoi entre le soir et le matin? Alors, tu préférais quoi entre te lever en te disant ok, j'ai passé ma nuit, maintenant la journée commence, je vais faire plein de trucs de veto aujourd'hui, ou te coucher le soir en disant ok, j'ai bien bossé aujourd'hui, je peux être fière de moi, maintenant repos, dodo. Non, le soir. Tu préfères le soir? Ouais, le soir. Et le matin, t'avais au contraire le pic de stress de ok, maintenant faut être efficace et il faut être performant. Mais comme dit, je pense qu'une grosse partie de mon pic de stress, c'était j'ai peur de prendre du retard. Et après, toujours quand même le côté, j'ai peur qu'il y ait une question, je sais pas répondre, j'ai peur qu'on se rende compte que je sois pas complètement compétente. Ça m'est arrivé une fois, une consultation où je me souviens vraiment, là j'étais pas bien, là j'étais vraiment pas bien pendant la consulte. En fait, j'avais envie que les gens s'en aillent. Quand t'es en consultation et que t'as envie que les gens partent, c'est que vraiment il y a un truc qui se passe pas bien, quoi. Ouais. Ça m'est arrivé, je pense, une fois, peut-être deux, où vraiment je me suis dit, oula, ça va pas. C'était de la dermato, bien sûr. C'était compliqué parce que c'était un suivi, c'est un chien qui avait déjà été vu plusieurs fois, forcément pas par moi.
Le traitement antibio, il avait fonctionné. Donc là, on était sur une rechute. Et je ne sais absolument pas gérer les rechutes. Donc je vais demander un avis à un vétérinaire. Sauf que j'avais regardé le nom de la race bêtement sur le dossier. Et donc je lui donne le nom de la race. Je lui dis, voilà, je sais plus, je crois, je lui dis, c'est un bully. Et donc en fait, il me fait toute l'explication pour le bully. Donc je reviens dans la salle de consultation et je commence à discuter avec les propriétaires en disant, voilà, les bullies sont prédisposés, machin, machin. Et là, le mec, il m'arrête archi sèchement. Il me dit, mais en fait, c'est pas un bully. Et je regarde le chien et je suis en mode, ah oui, mince, c'est pas un bully. Et je m'arrête complètement dans mon explication. Tout mon argumentaire était basé sur le fait que c'est une race prédisposée à machin, machin, quoi. Et j'ai dû vraiment me raccrocher comme je pouvais à non, mais en fait, vous inquiétez pas, c'est la même chose, c'est le même fonctionnement, c'est aussi une race prédisposée. Mais j'ai l'impression que j'avais perdu toute ma crédibilité, quoi. Et donc à ce stade-là, quand en plus il se doutait, je pense, que j'étais allée demander un second avis, c'était compliqué pour moi de terminer la consulte là. Là, j'étais vraiment, j'avais envie que ça finisse. J'avais envie que les gens y partent et j'avais envie d'oublier. Ouais. Là, vraiment. Ok. Est-ce que c'était le plus dur, c'était bon, peut-être à part le sentir sous pression à cause du temps, c'est des moments où tu te sentais pas crédible. Ouais. Ça faisait partie des trucs difficiles. Ouais, parce que c'est déjà il y avait un espèce de sentiment de je suis pas tant légitime que ça parce que je suis pas encore diplômée. Ok, Je suis bon, diplômée qu'à moitié. Ouais, voilà, c'est ça, on est demi. Ouais, moi je me sentais demi-légitime, c'est-à-dire que par exemple si j'avais choisi une A6 canine, j'aurais encore progressé en canine par rapport à ce que par rapport à ce que j'aurais pu leur offrir. Alors là, dans ma tête, c'était pas le cas. J'étais en mode, bon, je vais en tutorat, j'ai terminé ma formation en canine, j'irai limite pas plus haut via mes études, quoi. Je vois ce que tu veux dire, parce qu'on a que, entre guillemets, le 2FV. Ouais. En théorie, on peut travailler, enfin, Ouais. légalement, on peut travailler, mais forcément, on se sent pas du tout prêt. Après, je me dis, est-ce que dans un an, même ceux qui font la A6 canine, ok, ils sont forcément mieux, plus préparés, ils savent plus de trucs que un an avant. Mais est-ce que vraiment ils sont finis, entre guillemets? Est-ce que, tu vois, est-ce que c'est des vétos accomplis qui connaissent tous les traitements, qui ont Non. pas besoin de préparer des consultes et tout? Je suis pas sûre. Non, je pense pas non plus. Mais après, c'est sûr que Mais le fait de pas se sentir crédible, c'est un réflexe naturel, je dirais, de se dire, ah bah oui, en même temps, c'est logique, je suis que en fin de A5, j'ai même pas encore, je suis pas thésée, je suis pas docteur, quoi. Enfin, je pense que j'aurais eu le même réflexe, quoi, de me dire, ouais, en même temps, je suis pas prête. pour moi, l'une des différences aussi, c'est que quand on te pose la question « Ah, donc vous êtes encore étudiante ?» t'es obligé de répondre oui. Et je trouve que dans la tête des gens, je pense que dans la tête des gens, ça fait une différence. Parce que moi, j'ai eu le cas de figure aussi. Ah ouais? Une dame qui m'aimait énormément, vraiment, qui était très 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 contente de mes services et qui m'a dit qu'elle voulait me rester fidèle. Et donc je lui ai dit que malheureusement, je ne travaillais pas ici, que je travaillais ici que pour le mois. Et elle m'a demandé où j'allais ensuite. Donc j'ai dit la vérité, j'ai dit je suis étudiante, c'est ma dernière année, je retourne à Toulouse. Et le lendemain, j'ai eu sa petite fille ou sa fille, je sais plus, pareil, qui m'aimait aussi beaucoup, toutes les deux. Je pense qu'elles avaient un peu discuté de moi, elles avaient un peu la même opinion, heureusement très positive de moi. Ok. Et là, à la fin de la consulte, alors que j'avais pas du tout parlé de ça avec la petite fille, elle me dit « Ah, donc comme ça, vous êtes encore étudiante ?» Et malgré le fait qu'elle m'appréciait, je me suis dit « Ok, elle a besoin que je la rassure, là. Elle a besoin de comprendre pourquoi une étudiante... Moi, j'ai pas trop compris d'où venait la question parce que c'est sorti de nulle part. Donc, c'est que forcément, sa maman, ou je sais plus si c'était sa maman ou sa grand-mère, mais ça n'a pas trop d'importance. Mais en tout cas, la personne qu'elle connaissait elle a certainement dû lui dire elle est étudiante. Et donc, elle a voulu venir vérifier l'information ou en apprendre plus, quoi. Ouais, ça a attisé sa curiosité et comme elle n'a pas vraiment spécifié sa question, on ne sait pas si c'est dans le sens ah bon, bah vous avez le droit de travailler quand vous avez même pas fini vos études ou alors vraiment ah cool, vous pouvez déjà. Enfin, on ne sait pas si c'est dans le positif ou Ouais, négatif, quoi. c'est ça. Et là, je me suis sentie moyennement légitime. Là, je me suis dit est-ce que même si elle m'aime bien, même si le contact humain est extrêmement bien passé, est-ce qu'elle n'est pas en train de se dire peut-être que j'aurais été mieux servie par quelqu'un qui n'est pas étudiant. Voilà. Tu t'imagines les vétos à l'époque quand en deuxième année ils allaient faire des visites de rural. Mais non, mais vraiment, j'imagine pas. Non. Comment ils faisaient, quoi? Comment ils faisaient? Oh là là. Est-ce que il y a une consultation qui t'est restée en mémoire ou qui est ressortie du lot, que ce soit particulièrement positif ou parce qu'elle était triste ou parce que elle t'a choqué, enfin il y a un truc qui t'a étonné pendant la consulte. Est-ce qu'il y a une qui sort du lot?
Alors en fait, il y en a plusieurs. Et celles qui sortent du lot, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais c'est vraiment celles qui sont attachées à des émotions fortes. Mais que ce soit une émotion, on va dire de la tristesse. J'ai une dame qui m'a presque fait pleurer, mais justement cette dame qui me disait que ça avait été un honneur de me rencontrer, qui m'a serré la main en partant, presque les larmes aux yeux, comme si ça avait été une expérience humaine en fait hors du commun. Cette dame m'a vraiment marquée. Je sais que je suis retournée me rasseoir dans la salle de consultation et que j'ai dû prendre 1 minute 30 pour m'essuyer les yeux, quoi, vraiment. Il y a eu ça, Ok. donc ça c'était vraiment un sentiment de bonheur. Je pense que c'était mon premier. C'était la première consultation, il y avait une étoile à côté de mon nom, ce qui voulait dire qu'un client m'avait demandé. Moi spécifiquement en prenant le Waouh, rendez-vous, quoi. waouh, ok. Ouais. C'était pour le suivi, donc c'était presque normal qu'elle vienne avec moi, mais elle a dû insister à l'accueil pour qu'il y ait l'étoile à côté. Ça veut dire la personne veut le veto, quoi. Donc ça c'est resté. Après, il y a forcément la consultation de stress avec l'anecdote d'avant, le bully qui n'était pas un bully. Ça, celle-là, elle est restée. Je me souviens du propriétaire, de sa tête, de la froideur avec laquelle il m'a dit que c'était pas la bonne race. Parce que là, je me dis, ça la fout quand même mal. Hein. Quand t'es veto, quand t'as le chien sous les yeux. Mais en fait, la réaction que j'aurais dû avoir, c'est en lisant le dossier, me dire, mais c'est pas la bonne race. Pas me Mhm. fier à ce qui avait bêtement marqué sur le dossier. Je me suis même pas posé la question. Ouais. Donc ça, je trouve que c'est pas normal. Et ça, c'est mon erreur. Ça, c'est vraiment mon erreur. Et les gens désagréables aussi, ça reste. Les gens qui te disent 5 fois que le vieux vétérinaire, on en a parlé ce midi, mais moi ça m'est arrivé 2 fois, je pense. Des mecs d'une quarantaine d'années, un peu macho de la vieille école, qui en plus, parce que t'es une jeune fille, se permettent de te dire 5 fois que le vieux vétérinaire homme, il fait les choses différemment. Mhm. Ça, c'est resté. Est-ce que il disait des critiques précises Non, en mode j'adore ce médicament-là? non, non, c'était un vaccin. C'était un vaccin, donc il n'est pas rentré dans les détails, mais Ok. j'ai eu droit C'était que leur a à... priori positif Ouais, ressortait beaucoup plus envers ouais, le vieux veto expérimenté ouais. homme que toi, la petite jeune Ouais, même qui vient les faire son jeunes. remplacement. Parce que je crois que la réflexion qu'il a faite, c'est ah là là, il y a plus que des jeunes actuellement. De mon temps, il y avait. Et là, il a commencé à les citer, quoi. Donc, Ok, voilà. super. Ouais, génial, ouais. Ouais, ok. Mais du coup, là, dans ce que tu as cité, il y a plus de négatifs Ouais, dans les consultations qui t'ont marqué que de positifs, j'ai l'impression. ouais c'est vrai. Mais après, je crois que c'est un peu la nature humaine aussi de retenir plus facilement le négatif et de s'accrocher plus facilement au négatif. Oui, je suis assez Donc, d'accord. c'est un peu ce qui m'a marqué, ce qui m'a fait une forte impression. Après, je crois que j'ai eu beaucoup... En fait, j'ai eu beaucoup de consultations normales où le rendu, enfin, le sentiment était normal, c'était neutre, quoi. Ok. Une ou deux où vraiment le contact humain est passé de fou, où vraiment ça a fait des petites étincelles, et le reste où c'était les gens qui râlent parce que j'ai du retard, les gens qui ne disent pas un mot même quand tu essaies de faire la conversation, donc t'arrêtes, donc forcément je m'en souviens plus. Et ouais, les gens pas super sympas et qui te comparent au vieux veto qui est là depuis 20 ans, quoi. Voilà. Ok. Et c'était que des consultations de canines? C'est bien ça que t'as faites? Ouais, Ou... alors j'ai eu 2 lapins, Ah ouais, ouais, un petit peu de NAC. voilà, un peu de stress, un peu Et beaucoup. ouais, j'imagine, parce qu'on a quand même moins de cours NAC que canine, largement moins. Et surtout, je les préparais Et pas. Enfin, je m'y attendais pas. C'est-à-dire c'était des que surprises. C'était pas annoncé sur un petit temps avant, ils arrivaient comme ça. En fait, elles étaient sur le planning, mais j'ai pas fait spécialement gaffe. Je voyais vaccin, je le lisais. Souvent, je lisais Ah le oui, motif. Et il y a t'as pas tellement forcément peu de NAC. l'espèce. Ouais. Il y a tellement peu de NAC dans la consultation que souvent je découvrais. Et là, il y a un pic de stress. Hein. Là, par contre, le pic de stress, tu le sens. Hein, parce que même l'examen clinique du lapin, moi j'avais peur qu'il se pète une patte, qu'il fasse un arrêt cardiaque, qu'il tombe de la table. Oh, mais vraiment, j'avais peur de tout. Catastrophe, quoi. Je me rappelle que en clinique NAC à l'école, qui est l'endroit le plus sécurisé possible, j'avais peur aussi de, Mm. entre guillemets, tuer un lapin à l'examen Mm. clinique. Pas, bon, c'est dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais comme tu dis, que il se casse les lombaires ou Ouais. qu'il saute de la table en Mm. n'importe quoi ou qu'il fasse un arrêt cardiaque, je sais pas trop quoi. Alors que c'était l'environnement le plus sécurisé possible avec tout ce qu'il fallait pour le réanimer, même s'il fallait. Mais j'étais quand même stressée par l'espèce, quoi. Par Mm. le manque de Ouais, familiarité et tout ça. clairement. Donc, tu as eu beaucoup de canines, un petit peu de NAC, sauf que tu te destines à être mixte canine rurale. Mm. Est-ce que ça t'a manqué la rurale pendant ce mois de remplacement? Non, j'ai même pas eu le temps d'y penser.
Et surtout, je ne voulais pas faire de rural. Enfin, je pense que même si on m'avait proposé, je me sentais pas du tout de partir toute seule. Parce que la relation vétérinaire-client et vétérinaire-éleveur, elle est différente. Hein. C'est-à-dire que je pense que là, j'aurais pas pu bluffer. Et je préfère limiter le facteur bluff quand je suis toute seule, qu'il y a personne qui peut m'aider sur le coup. C'est très différent. Hein. Donc, je me sentais vraiment pas. Je pense que j'ai pas les épaules. Hein. Ok. On va attendre la fin du tutorat. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le tutorat va t'amener jusqu'au stade d'autonomie, normalement. Est-ce que tu aimerais bien travailler à l'avenir là où tu as fait ton remplacement? Ou est-ce que, à cause de ce que tu disais, pas beaucoup de temps pour les consultations, qui amène un stress, à cause de ça, ça te donne pas trop envie de travailler de cette manière-là et... Je crois que la partie pas assez de temps, en fait, c'est en discussion et je suis pas la seule qui m'en plaignait. J'ai entendu des vétérinaires, même de 10 ans d'expérience, dire bah c'est pas assez quoi. Donc je pense que, enfin, ils sont vraiment, il y a vraiment, la clinique est extrêmement dynamique, donc il y a alors pas un renouvellement, mais il y a, on va dire, beaucoup de jeunes qui, à mon avis, ont la volonté de faire un petit peu bouger certaines choses. Donc je pense que c'est quelque chose qui va être destiné à évoluer. Mais après, sinon, honnêtement, d'un point de vue ambiance, environnement de travail, même clientèle, bah, c'est un lieu où je pourrais tout à fait travailler, ouais. Ok, cool. J'ai une autre question en rapport avec ce premier travail. Vu que tu as travaillé pendant 1 mois, tu as aussi eu ta première paye de vétérinaire. Et est-ce que tu sais déjà ce que tu vas en faire? Est-ce que tu la gardes de côté en attendant d'avoir une idée ou parce que tu as une grosse idée qui demande d'économiser, qu'est-ce que tu vas en faire? Alors j'avoue que j'y ai pas pensé du tout. Je l'ai mise de côté. J'étais très heureuse de la recevoir. J'étais très heureuse de voir ma première fiche de paye. Alors c'est pas exactement mon premier salaire vu que j'ai été payée pour mon stage projet qui aboutit Oui, sur c'est ma vrai. thèse. Mm. En Suisse, c'était sensiblement la même somme, honnêtement, objectivement. Mais pour Mais 2 semaines de plus. Tu as travaillé 2 semaines de plus au... Enfin, même 3 3. 3 semaines de plus. Presque, ouais. Donc, tu as travaillé 7 semaines Ouais, pour le stage projet. ouais, Tu as été payé autant que 4 semaines ouais, en tant que veto. ouais. Après, j'étais stagiaire. Je trouve que c'était déjà fou d'être payée. C'est vrai. C'était déjà fou d'être payée. Mais bon, alors, c'est vrai que c'est mon premier salaire de vétérinaire, donc symboliquement, c'est quand même quelque chose. Mm. Mais non, j'ai pas trop réfléchi. Pour l'instant, il est de côté, bien au chaud. Ok, d'accord. Bon, on a un petit peu discuté de là, ce premier travail qui était très récent, mais dans nos discussions précédentes, on a discuté de l'origine un peu de l'envie d'être veto, et j'ai l'impression que chez toi, il y a vraiment ce côté vocation dans le Ouais. sens, c'est t'avais envie de faire ça depuis longtemps, ça et rien d'autre, quoi. Est-ce que c'est comme ça que tu perçois ton ambition d'être veto? Ouais. J'ai un souvenir vraiment de moi en 6e, assise à une table à côté en cours d'anglais, et mon voisin qui me dit ah donc tu veux être veto, ben tu sais quoi, quand je serai grand j'emmènerai mes chiens chez toi. Ça c'est un souvenir que j'ai donc qui date de la 6e, mais je pense que ça doit dater d'un peu avant pour Ok. que l'idée soit déjà implantée et que je m'en rappelle de ce moment-là. Je pense que ça doit dater d'avant. Après c'est pas le premier métier que j'ai voulu faire. Je voulais être styliste, bon ça n'a pas duré longtemps. Mais je crois que c'est à peu près tout, donc ça vient de vraiment très loin. Ok. Tu saurais pas dire exactement depuis quand, Non. mais tu sais que c'est Mhm. ancien. Ouais, c'est vraiment très vieux. Et surtout, ça n'a pas changé depuis. Il y a un moment en prépa où je me suis dit, si ça marche pas, j'aime beaucoup tout ce qui est... j'aimais beaucoup la physique-chimie, et je me voyais bosser dans un laboratoire dans de la chimie, Ok. ce qui est quand même assez différent. Enfin, après, d'un autre côté, quand t'es vétérinaire, tu peux faire de la recherche. Donc, quelque part, ça reste dans le milieu scientifique. Mais sinon, le but ultime, ça a toujours été d'être vétérinaire. En prépa, tu penses que ça t'a aidé d'avoir cette forme de certitude à l'intérieur de toi, de dire je sais où je vais, Ouais. je sais que je fais ça pour ça. Ouais, en fait, c'était ça ou rien. Pour moi, c'était vétérinaire ou rien. C'était Mm. plus que le côté je vais faire de la chimie, c'était le dernier recours de Mm. dans un monde parallèle, voilà, Qui ne doit pas exister. qui ne doit pas exister. Non, j'étais prête à changer de pays et à apprendre une nouvelle langue s'il le fallait. Enfin, c'était vraiment, j'étais motivée. Je savais que je voulais faire ça. Ouais, t'étais prête à faire tous les efforts qu'il fallait pour finir veto. Ça me fascine un peu ça, parce que moi, j'ai pas ça, je pense. Et du coup, enfin même, des fois, je me dis que c'est même étrange de baser un peu tous ces choix de vie. Enfin, tu vois, le fait de décider, ok, je vais faire une première S.
de faire mon bac scientifique, que je vais essayer de faire avec des bons résultats pour être pris ensuite en prépa. Puis je vais bien choisir ma prépa, il faut qu'elle ait des bons résultats à Veto. Puis je vais réussir ma prépa, quitte à faire 5 demi, quitte à ensuite partir à l'étranger ou des choses comme ça. Tous ces choix-là qui sont beaucoup d'efforts accumulés, je trouve ça fascinant de les baser sur une intuition qu'on a. Même si elle est très très forte, c'est un truc, tu te rappelles même pas de quel moment ça vient, tu vois, il n'y a pas vraiment de raison derrière, c'est juste, c'est là, tu vois, j'ai l'impression que c'est une sorte d'évidence, et je trouve ça un peu fou même de baser des choix importants sur ça. Enfin, c'est un truc qui me fascine, quoi. Après, ce qu'il y a aussi, c'est que, par exemple, pour ce qui est du choix de la première S et du bac S, je l'aurais fait indépendamment de ma volonté d'être vétérinaire, parce que ma maman nous a quand même beaucoup poussé à nous destiner vers la filière scientifique qui nous ouvre plus de portes. Dans le sens où qui peut le plus, peut le moins. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on a été, on va dire, poussé et éduqué. Donc, le bac S, je l'aurais fait dans tous les cas. Par contre, effectivement, c'est plutôt en post-bac où tu te dis, ok, tu fais une prépa scientifique, enfin surtout une prépa BCPST, qui au final te permet d'être soit agronome, soit vétérinaire. Là, c'est vrai que ça commence à restreindre un peu le choix, et surtout si au bout de 3 ans, tu n'y arrives pas, ben, tu as perdu 3 ans pour au final rien du tout. Ouais. Une licence de bio, à la limite. Allez, une équivalence en licence de bio. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et par rapport à ça, est-ce que tu penses que tu as sacrifié quelque chose pour pouvoir être veto maintenant ? Non, moi je le vois pas comme un sacrifice. J'ai pas envie de le voir comme un sacrifice. Enfin, après, peut-être que mon cerveau a décidé d'enlever toute la souffrance et toute la douleur de la prépa parce que c'était vraiment pas marrant. Mais à l'inverse, je pense que ça m'a appris tellement de choses sur moi, sur ma capacité à travailler surtout. Sur le fait de se dire, punaise, tu te lèves le matin à 7h, t'es en cours à 8, tu finis à 18 et tu vas à la bibliothèque jusqu'à 23h minuit en fonction des soirs et tu manges en une demi-heure le midi, en une demi-heure le soir, quoi. Enfin, c'est un rythme de vie qui est insoutenable, mais je me dis, punaise, je l'ai fait, quoi. En fait, je trouve que ça, même, je suis pas la seule à l'avoir fait, et je pense que ça montre qu'on a une capacité, enfin, une élasticité dans notre manière de travailler qui est complètement dingue, quoi. Ouais. J'aime bien le mot élasticité, bon, déjà parce que je l'entends pas très très souvent, et parce que, en fait, c'est une qualité, mais en même temps, il a une connotation où ça veut un peu dire tirer sur la corde, l'élasticité. Et en vrai, Ouais, la prépa, c'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. C'est genre, ok, c'est une qualité, enfin, ok, ça te demande un bel effort, mais ça reste un petit peu de la douleur, quoi. Quand tu fais des étirements, ça fait un peu du bien, c'est un peu un effort, mais ça fait un peu du mal aussi, quand même. Et je trouve qu'il y a de ça dans la manière de travailler qu'on avait en prépa. Après, je dis souvent que, enfin, j'ai déjà dit que j'aurais pas regretté, même si je l'avais pas eu, mais c'est facile à dire vu que je l'ai eu. Mais j'ai quand même été confrontée à un moment donné au choix de soit rester en France, soit changer de pays et aller au Portugal, du coup, dans une école privée. Mais j'ai hésité. C'est-à-dire que j'étais plus certaine, même après avoir mes résultats. C'était pas un 100% go. Il y a eu un moment d'hésitation, quoi. Ce qui me fait dire que j'aurais pu avoir fait ces 3 ans pour rien, entre guillemets, pour rien, sans que ce soit la fin du monde, quoi. Parce qu'au final, rentrer au Portugal, j'aurais pu le faire en post-bac, quasiment. En fonction des dossiers, bien sûr, hein, et de si j'aurais été prise. Mais j'aime pas me rappeler de la prépa comme que du négatif, quoi. C'est là que je pense que nos différences de personnalité rentrent un petit peu en jeu. Ouais. C'est que moi, je refuse de m'en rappeler que comme un truc positif. Parce que ce serait trop enjoliver les choses, tu vois. De dire, oh oui, c'était dur, mais ça m'a appris tellement de trucs et je suis devenue une meilleure personne. Ce qui est vrai. Mais réduire ça à ça, je trouve que ça risque de me faire oublier les soirs où je me disais, mais c'est horrible que... Enfin, là, je suis en train de faire un DM de maths dont les réponses me semblent impossibles, vraiment. J'ai demandé à d'autres gens de la classe de l'aide et on n'y arrive pas, mais je continue à forcer parce que de toute façon, je dois le rendre demain. Il est 23h et j'ai pas le choix, j'y vais et je finis de le rédiger à 3h du mat, le truc. Et Dieu sait que j'arrive pas que j'aime vraiment pas me coucher tard, mais là, il y a des trucs, ça devient contre nature, tu vois. C'est pas arrivé tous les soirs, ça, mais à l'usure, le fait que ce soit vraiment une accumulation de, comme tu dis, la routine, elle était particulière quand même. Se lever tôt, se coucher tard, pas parce qu'on est en train de sortir ou de profiter, mais parce que juste on travaille. Et même vis-à-vis des amis du lycée,
qui n'avaient pas choisi prépa en post-bac, bah, des fois c'est bizarre à expliquer, où ils te proposent des trucs, ou même il y a des événements. Moi, voilà, c'est ça qui m'a surtout marqué. S'il y a des événements familiaux auxquels je ne suis pas allée, parce que je me disais, oh non, là ce week-end, il faut trop que je travaille ça, ou il faut que je prépare telle DS pour la semaine prochaine. Ou... Il y a des moments en famille que j'ai loupés à cause de ça. Et ça, c'est des... Enfin, je peux pas dire que j'aurais fait différemment. Avec le recul, c'est facile, je trouve, de se dire j'aurais dû faire comme ça ou j'aurais pas dû faire comme ça. En fait, on n'en sait rien. Sur le moment, j'ai fait le choix qui me semblait le plus juste, mais je pouvais pas vraiment faire mieux. J'ai pas une vision à l'avenir, quoi. Et c'est pour ces trucs-là que j'évite vraiment d'enjoliver trop le souvenir que j'en ai, même si peut-être que du coup je le négativise, on va dire, un peu trop, et que je suis un peu dans l'autre extrême, je sais pas. Mais après, en soi, t'as 100% raison. Hein. Moi, je pense honnêtement que la pire semaine de ma vie, ça a été la semaine des concours de 5,5. Hein. Suivie de très près de tous les oraux du concours, qui ont été à chaque fois une expérience horrible. T'as l'impression de jouer ta vie. Mais complètement, mais en fait, tu joues ta vie. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressentais, c'est je jouais ma vie. En fait, j'en garde le souvenir est tellement horrible que moi, j'ai pas envie de m'en rappeler, tu vois. C'est-à-dire que vraiment, je me souviens, les écrits, je pleurais tous les soirs. Chaque veille d'écrit, je pleurais. Je me souviens de ma sœur qui me rejoint dans mon lit la veille, inconsolable. J'ai loupé une épreuve, quoi. Tu te dis, punaise, j'ai pas réussi à répondre à la question 2.B.I. Je serais pas veto, quoi. Non, pour 0,5 points, coefficient 35. Et la cruauté de la situation, c'est que c'est vrai. 0,5 points, coefficient 25, oui, ça fait une différence. Tout le monde est tellement dans un mouchoir de poche que même 0,1 point, ça peut te faire passer au-dessus de la limite d'admissibilité ou d'admission, quoi. C'est assez effrayant Enfin, sur le moment, c'était effrayant et on était dans l'effort et de toute façon, on y allait, on avait un peu des œillères dans le sens, de toute façon, on est là pour ça, on y va. Et avec le recul, je trouve que c'est encore plus vertigineux le côté un peu insensé de tu joues ton avenir sur des dixièmes de points, quoi. Mais en fait, je pense que je préfère m'en rappeler comme c'était une épreuve que j'ai réussi, tu vois. Je préfère le voir comme ça. J'ai pas envie de pleurer, entre guillemets, sur la prépa, tu vois. J'ai pas envie de pleurer sur ces 3 années que j'ai passées. Parce qu'en fait, c'était un passage qui était malheureusement nécessaire. En fait, on n'avait pas presque pas d'autre choix. Parce que moi, je pense que j'aurais pas été faite pour la fac. Ok. Je pense que j'aurais pas été faite pour un DUT non plus. Je pense que pour moi, par exemple, si je prends mon cas très personnellement, je pense que le passage obligatoire, c'était la prépa. Et au final, la prépa m'a amenée là où je voulais être aujourd'hui. Donc je préfère voir ça comme c'était horrible, franchement c'était horrible, et pour rien au monde, je le recommencerai, pour rien au monde, mais purée, on a réussi, quoi, et on n'est pas beaucoup à réussir. C'est clair. C'est pas donné à tout le monde, à mon avis, de faire ce qu'on a fait. Enfin franchement, moi je préfère voir ça comme ça et me dire que ça me rend spécial, tu vois. Allez, on va se lancer des fleurs. Mais statistiquement, nous sommes spéciaux. Parce que ceux qui réussissent, le pourcentage de ceux qui accèdent aux études veto, c'est ridicule, quoi. Mais tu vois, c'est pour ça que je suis pour la prépa intégrée. Hein. Ouais. Surtout qu'il y a une partie qui a beaucoup plus de sens, je pense, par rapport à la sélection de prépa, qui est... Je crois qu'ils sont obligés d'avoir une expérience professionnelle, enfin, d'avoir fait un stage, ou alors d'exprimer pas leurs opinions, mais ce qu'ils perçoivent du métier, et sur des questions importantes de type la charge de travail, le bien-être animal, des trucs comme ça. Des échos que j'ai eus, je suis pas forcément hyper au courant, mais j'ai l'impression que ils les cuisinent un petit peu sur ces trucs-là, et sur qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire plus tard. Et quand t'es à l'oral, t'es obligé d'avoir un petit peu réfléchi ton truc. Tu peux pas broder, ou alors t'es un très bon orateur, mais du coup tu seras peut-être un très bon veto ou un très bon bluffeur. Je pense que ça va chercher des qualités qui n'étaient pas du tout demandées par la voie prépa et qui pourtant, je pense, sont nécessaires au veto, quoi. Donc voilà. Mais maintenant on a passé toutes ces épreuves et on est maintenant en dernière année, Marie. Ça y est, quoi. On a passé la prépa, on a réussi. Je pense qu'on peut dire qu'on a réussi toutes nos années à veto. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Bah si.
Si, le seul loupé, c'était la première année, mais ça a servi de leçon. Oui, alors c'est un loupé relatif. Oui, c'est un loupé Tu relatif. parles d'un rattrapage. Ouais, d'histologie et d'anatomie quand même, ouais. Oui, ok. Mais moi, pareil, je vois ça comme une bonne expérience. C'est-à-dire, je me suis rendu compte que pour moi, ça ne marchait pas de travailler une semaine avant. Ça m'a servi de leçon pour la suite. Je préfère voir ça comme ça. J'ai loupé une fois, j'ai appris de mon erreur, tu vois, et c'est plus jamais arrivé. Et puis c'est vraiment pas la mort les rattrapages parce que justement, t'as la session de rattrapage qui fait que tu passes l'année d'après comme si de rien n'était presque. Juste, ça t'a pris un peu plus de jours sur ton été, mais oui. C'est quoi le sentiment que t'as du fait d'être arrivé jusqu'au bout du cursus là? Bon, il reste un an, mais c'est un peu un an. La dernière année, là, pour toi, ça va être quand même pas mal à l'extérieur avec le tutorat. Bah ouais, c'est un an bizarre quand même. Hein. Donc, ouais. Donc, ta vie à l'école, on va dire, elle est au bout, quoi. Bah, j'ai quand même un gros sentiment de nostalgie par rapport aux cliniques, enfin notre groupe de clinique de l'an dernier, Ouais. notre petit groupe de 4 qui a tellement bien fonctionné. Mais vraiment, je pense que je remercierai jamais le ciel de vous avoir envoyé, de nous avoir mis les 4 l'un sur le chemin de l'autre, quoi. Ouais, on Ça a une match, chance de fou. Hein. mais ouais, parce que ça matchait sur sur le point de vue humain, mais que ce soit amical, même sur notre manière de travailler, notre manière de respecter l'autre, je trouve, dans le travail. Il y a personne qui empiétait sur les autres. C'était vraiment une expérience. Je pense que ça aurait pas pu être mieux en fait Ouais, je pense aussi. pour les cliniques, vraiment. Ça aurait pas Du pu coup, être je mieux. comprends la nostalgie aussi par rapport à ça. J'espère qu'on trouvera des collègues où ça matchera autant. Ouais, moi aussi. Avec la même, une aussi bonne coordination, écoute, concertation aussi dans comment on veut travailler, comment on aborde les trucs. Espérons. Espérons. Est-ce que avant de complètement quitter l'école, il y a un truc que tu t'es dit que tu voulais faire absolument? Je crois que je suis pas très attachée à ce genre de choses. Je suis pas sûre que, par exemple, me dire, par exemple, je regretterais jamais de pas être allée en boom. Jamais. Ouais, Tu vois. ça peut être autre chose, tu vois. C'est pas forcément une activité de l'école, mais quand j'ai quitté l'école, c'est quitter Toulouse où il y a nous tous aussi, tu vois. Bah pour moi, le truc qui est à côté duquel on peut pas passer, c'est de se faire un repas à chaque fois qu'on se quitte pendant longtemps, quoi. Ouais. Ce qui est prévu. Donc ça, Oui. je m'en suis assurée, donc c'est bon. Ça, c'est coché, c'est bon. Ça c'est coché. En fait, si tu veux faire, par exemple, enfin, je sais pas, planifier quelque chose, ça, on va dire que ça passerait, ça se ferait au détriment d'activités que je fais actuellement quand j'ai le temps. Et en fait, pour moi, ce sont mes activités préférées vu que c'est celles-là que je fais. En fait, je Ok. pense que ma réponse c'est non. Je crois pas. Tu profites de ta vie Ouais. quotidienne qui te plaît beaucoup à Toulouse. Complètement, ouais. Sans avoir besoin de plus. Ok. Ouais, non. Je pense que j'ai fait je pense que ce que je pouvais avoir envie de faire, je l'ai fait, quoi. Sinon, je l'aurais fait. Ok. Ça veut dire que tu as une vie qui te satisfait pleinement. C'est Complètement. plutôt bon signe. J'ai des dernières petites questions, si tu veux bien, Marie. Allez. Vu que là, tu as le recul de l'expérience de un mois de travail en tant que veto, je me suis demandé si tu avais repéré des choses où tu te dis, ok, ça me manque pour devenir le veto que je veux être, la veto que je veux être, la veto idéale, on va dire, que je vise à être. Les connaissances, mais ça, c'est normal. Ouais. Euh, Ou même ça peut être en regardant une veto expérimentée, qui est pas tout jeune débutant comme nous, faire des trucs, dire des trucs, devant le client, et tu te dis waouh, il y a une marche entre nous, ça je veux l'avoir. Il y a là, comme ça, tout de suite, il y a rien qui me vient. En fait, tout, c'est vraiment que lié à des connaissances ou du savoir-faire qui viendra forcément avec la pratique. Mais maintenant, est-ce qu'il y a, tu vois, par exemple, je pourrais te répondre, je sais pas, dans le contact client ou le contact humain, mais je pense que je l'ai, honnêtement. Je pense que je suis assez douée pour même parler de la pluie et du beau temps, sourire aux gens, paraître, comment dire, parce qu'au final, c'est quand même beaucoup de sourires, de faux semblants, il faut discuter avec les gens. Oui. Ça va. Sembler professionnel, Ouais, ça te vient naturellement, ouais, je tu crois. penses? Ok. C'est pas un effort. C'est cool. C'est pas un effort. C'est pas un effort, je crois. En fait, ça fatigue à la fin de la journée parce que tu fais que ça.
mais j'ai pas besoin de réfléchir à comment il faut. Ça se fait assez bien. Tu te glisses dans la peau Ouais. naturellement, même s'il y a Ouais. l'effort de se glisser dans la peau toute la journée. Ok. Mais sinon, peut-être expliquer parfois certains processus pathologiques aux gens, tu vois. Parfois, je trouve que j'arrive pas à trouver un juste milieu entre être enfantin, c'est-à-dire en gros utiliser des mots qui sont à leur portée, et être assez régulier, rigoureux, scientifique. Parfois, j'étais pas satisfaite en fait des explications que je donnais. Ok. C'est trouver le juste degré de vulgarisation. Ouais, c'est ça. Pour les Savoir clients. vulgariser correctement, parce qu'il y a des gens parfois qui te demandent. Au fait, on vaccine contre quoi? Alors ça va, mais parfois ils te demandent, mais d'où ça vient ça? Et t'as d'un coup un schéma qui te revient dans ta tête, mais enfin tu peux pas ressortir le schéma, quoi. Donc Ok. ça, je trouve que, Ouais. savoir synthétiser, peut-être un esprit de synthèse. Ouais, savoir synthétiser correctement sans perdre les informations essentielles. Ce qui permet en plus de gagner du temps. En Sur plus, une consulte de 1/4 d'heure, ça Ouais, peut compter. c'est précieux. Ouais. Ok. Et un petit peu dans la même veine, mais l'inverse, enfin, c'est quoi les compliments que t'aimes le mieux recevoir quand... Est-ce que ça peut être soit des compliments que t'as reçus là pendant ce mois-là, ou alors les compliments qui te feraient le plus plaisir de recevoir soit de la part d'un client ou d'un collègue ou même d'un, tu vois, j'allais dire d'un égal, enfin, d'un copromo, tu vois, d'un de nous. Il y a un client, alors j'avais du retard, mais pas beaucoup. J'avais 1/4 d'heure de retard. Il y avait 2 messieurs, et en fait, il y a un des 2 messieurs qui était assez bourru, qui avait l'air un peu embêté d'avoir attendu quand même, et je le trouvais pas très très agréable. La discussion était pas super facile, mais je pense que j'étais un peu en tort vu que, enfin en tout cas je considère que j'étais un peu en tort vu que j'avais eu du retard, que je m'étais excusée. Et quand le deuxième monsieur est ressorti, donc il m'a laissé seule avec le premier monsieur, qui en fait, peut-être donc avec le monsieur moins sympa, qui au final est resté pour me parler, mais un peu de la pluie et du beau temps. Voilà, et moi je comprenais pas trop, je me suis dit mais j'étais en retard, il a renvoyé son ami pour mettre le chien dans la voiture, pourquoi il reste là à me parler, quoi. Et en fait, je sais pas, ça s'est bien fait en fait. C'était pas gênant, ça s'est bien passé, et je me suis excusée encore une fois, et il a dit oh mais vous inquiétez donc pas pour ça, et vous inquiétez pas, c'est pas grave, mais par contre gardez votre sourire, hein. Allez, au revoir. Et ça je me suis dit, ça j'ai apprécié, tu vois. Ça, je pense que c'est un compliment qui m'a allé droit au cœur, parce que après c'est toujours pareil, c'est ce que moi je cherche dans les interactions avec les gens. C'est-à-dire la spontanéité, la bienveillance, le fait que quand tu dises bonjour en souriant, on te répond en souriant, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel moi je fais super attention, c'est la manière dont j'accueille les gens quand ils arrivent en salle de consultation. Je fais attention à sourire, à être agréable. Et le fait que ce monsieur ait remarqué que j'ai pas perdu mon sourire, même en m'excusant, en lui disant, même face à lui, qui, comme dit au début, était difficile, j'ai trouvé. Ok. Le fait que, malgré tout ça, en fait, je me suis dit, c'est juste un vieux monsieur un peu bourru, quoi, qui, à la fin, a tenu à me dire qu'il avait apprécié le fait que je garde mon sourire. Et ça m'a marqué. Ça m'a vraiment marqué. Ne perdez pas votre sourire. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, quoi. Ok, et bah c'est parfait. Bah ne perds jamais ton sourire alors Marie. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu ou qu'il a suscité une réflexion, l'espace commentaire est ouvert. D'autres épisodes de ce podcast sont d'ores et déjà disponibles.